Après une saison de Chainsaw Man des plus mouvementées, je pense qu'il est enfin temps de revenir sur les 12 endings que nous a pondus cet animé et de décider une bonne fois pour toutes lequel est meilleur. Bon, déjà je vais passer rapidement sur les derniers. Chainsaw Blood est probablement l'ending qu'on pourrait considérer comme le plus faible. Même si la musique est plutôt bonne, en même temps c'est du Von D, le fait qu'il n'y a aucun clip vidéo pour l'accompagner fait que cet ending est vraiment en deçà des autres. Il y a bien un clip qui a été fait en aval de la sortie de l'épisode, mais celui-ci n'est au final que des images de l'épisode 1 montées comme un AMV. Bref, peu importe ce qu'on peut penser de la musique, cet ending ne peut pas être considéré comme autre chose que le moins bon de Chainsaw Man. On pourrait dire presque exactement la même chose du 12e ending, Fight Song, qui a lui certains clips mais qui ne fait que montrer un moment qui se passe après l'épisode lui-même. Et encore une fois, même si c'est de la très bonne musique vu que c'est Eve qui s'en est chargée, elle n'est pas suffisante pour pallier le fait qu'on n'a pas de réelle vidéo qui va avec. Vous imaginez pas à quel point ça me fait mal au cœur de les mettre ici vu comme j'aime Eve et Von D, mais faut avouer que c'est les moins bons. Pour ce qui est des endings complets, donc ceux avec un clip, c'est l'ending 11 qui ouvre le classement. Passons rapidement à l'aspect musical car je suis pas fan de ouf de ce style et intéressons-nous au visuel. On a ici un type d'animation assez couillu, surtout quand on sait qu'il est l'œuvre d'une seule personne, Shinpei Kamata. Mais pour autant... ça ressemble plus à Code Lyoko qu'à Chainsaw Man quoi. Il y a quelques plans sympas comme celui-ci de Makima, mais beaucoup d'autres sont vraiment laids en fait. Dans le même genre, même si en vrai il est très différent, on a l'ending 10. Celui-ci est visuellement encore plus spécial que le précédent, car il mélange animation 2D et prise de vue réelle, ce qui est, je trouve, une super idée. S'il n'y avait pas eu ce filtre négatif dégueulasse... Bon, j'abuse un peu, mais je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. On dirait genre qu'ils ont pas assumé jusqu'au bout leur délire avec les vraies images et qu'ils se sont sentis obligés de rajouter ce filtre par-dessus pour homogénéiser le truc ou je sais pas quoi. Sauf que d'une, ça rend ça moche, et en plus, on se rend même plus vraiment compte que c'est des images réelles. C'est dommage, je trouve. Sinon, pour ce qui est de la musique, c'est pas trop mal, j'aime aussi bien la première partie que la deuxième. Par contre, je dois avouer que la transition entre les deux est un petit peu trop brusque à mon goût. Bon, maintenant qu'on s'est intéressé au bas du tableau, concentrons-nous sur les endings qui méritent vraiment qu'on s'arrête sur eux longuement. Rendez-vous de Canaria est le 6ème ending de Chainsaw Man et le 8ème de ma liste. J'ai vu beaucoup de personnes qui considéraient cet ending comme le moins bon, et en vrai je comprends pas pourquoi. Certes, les visuels sont pas forcément très originaux, et la musique est bien sans pour autant casser 3 pattes à un canard. Mais on peut voir 2-3 trucs sympas qui se dégagent de cet ending. Déjà, la représentation des backrooms est plutôt cool. Mais je reviendrai sur ça plus tard parce qu'en parler suppose que je devais parler d'un autre ending, donc laissons ça de côté. Ensuite, la voix de la personne qui chante est géniale. En effet, encore à l'heure actuelle, je n'ai aucune idée de quel est son sexe. Et c'est cette androgynéité qui est incroyable dans son teint. De ce que j'ai compris, c'est habituellement une artiste qui utilise des vocaloïdes, donc il s'agit de la première fois qu'il utilise sa véritable voix dans une chanson. Et franchement, c'est dommage de se priver de chanter avec un tel talent. Il y a une petite vibe Eve dedans que je trouve stylée. Eve, petit ange parti trop tôt. Enfin, parti trop tôt du classement vu qu'il est pas mort. Enfin, l'ending est une mini-histoire à lui seul, ou plutôt une sorte de résumé de l'épisode 6. Même si on est plus dans un château que dans un hôtel, ça raconte la même péripétie de notre groupe se retrouvant coincé dans une backroom et affrontant le démon éternité pour s'en sortir. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça plutôt que juste d'avoir mis des trucs au pif. Un peu au-dessus dans le classement, je placerai l'ending 2, Time Life de Tsutomayo, mais de façon très peu convaincue. Il est mieux que l'ending 6, la musique est pas mal, l'imagerie est sympa, mais voilà quoi, c'est assez plat en fait. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, j'aime beaucoup. Le style de dessin de couleur colle bien avec la vibe années 90, la façon dont c'est réalisé est très cool, je suis pas un giga fan de Tsutomayo mais je dois avouer qu'elle a fait du bon taf ici encore, etc. Le truc c'est que, c'est honnêtement mieux que Rendez-vous, y a pas à dire, mais il me fait ni chaud ni froid en fait. C'est pas très original, c'est pas très entraînant. Voilà quoi, j'ai rien de plus à dire. Cet ending c'est genre l'élève qui est intelligent, mais qu'en fout pas une, du coup il a des notes moyennes. C'est pour ça qu'il est si bas dans le classement. On passe à nouveau une vitesse parce qu'il est maintenant temps de parler de l'ending 3. Awatali Niku Senti de Maximum the Hormone. Que ce soit l'animation, la musique, le symbolisme, tout est génial dans cet ending. C'est le premier ending où je me suis vraiment dit waf. Waouh. L'ending se compose de 3 phases. D'abord, on a une première partie mélangeant du hard rock avec un style plus électronique et des aboiements. Tout ça sur des visuels rappelant les covers du manga dans leur aspect super coloré et violent. Puis, ce côté chaotique laisse sa place à l'exact inverse, avec un chant très doux. Le carnage du Chainsaw Man que le bordel de la première partie laissait apercevoir est maintenant totalement remplacé par cette figure divine que représente Makima. Ainsi, cet ending nous raconte en fait ce qui se passe dans l'imaginaire de Denji. C'est un monde sans foi ni loi où tout se règle à l'instinct, mais aussi un monde dirigé par le rayon de lumière qui est Makima, arrivant à mater l'animalité de Denji. La métaphore
fort et je trouve incroyable. Et elle aurait sans doute pu placer cet ending dans les premiers si tout n'avait pas été gâché par cette troisième partie. Après être allé voir d'un extrême et de l'autre, l'ending décide tout d'un coup de partir dans un random J-Rock song. Et pareil pour les visuels qui étaient hyper réfléchis, maintenant on se croirait plus dans Naruto qu'autre chose. Sans bashing pour les fans de Naruto évidemment, mais c'est juste que tout le symbolisme du début est genre annihilé pour laisser place à un truc giga basique. Et ça, je trouve ça vachement dommage. Bienvenue dans les Backrooms. C'est le sous-titre du 5ème ending de Chainsaw Man interprété par Pseudo et sobrement intitulé In the Backroom. Bon, ça risque d'être un peu long donc rentrons directement dans le vif du sujet. Cet ending représente, par le prisme des différents personnages de l'anime, les réactions qu'on peut avoir face au Backroom. On a d'abord Kobeni représentant la panique et montrée en premier car elle est la première à sombrer. On peut voir ce qu'elle ressent de manière très concrète dans le comportement qu'elle a quand elle marche dans les backrooms, mais aussi de manière plus abstraite à travers la métaphore qu'il y a avec l'escalier de Penrose, où, malgré qu'elle voit très bien qu'elle tourne en rond dans un escalier infini, continue de le faire car elle n'est pas capable de réfléchir à une autre solution. La musique appuie également cela en étant très nerveuse dans cette partie de l'ending. Ensuite, les personnages de Arai et Meno sont là pour illustrer la folie. C'est simple, plus rien n'a de sens. La musique est maintenant plus posée et des éléments aléatoires viennent s'ajouter au clip comme cette licorne en peluche en plein milieu de l'apocalypse, ou cet endroit étrange dans lequel Himeno est une centaure et où les parties du corps de Arai sont détachées les unes des autres. C'est un cri d'effroi qui lance la troisième partie et qui, si on se fie à la musique, représente l'énervement. Au début, je voyais pas trop le rapport avec les personnages, mais après un peu de réflexion, je pense que ça représente l'état d'esprit de Denji et Power. Même si dans l'anime il laisse plutôt paraître une forme d'ennui, on pourrait aussi penser qu'ils sont agacés par la situation. En effet, Power doit en avoir marre d'être loin de son Miaouche et Denji d'être loin de sa Makima. Les indices sont un peu obvious pour Denji quand on voit ce tableau qui au passage est une ref à la Pietà de Michel-Ange. Je vous ai appris un truc, me remerciez pas. Mais aussi quand on voit toutes les autres représentations de Makima qu'il y a un peu partout. Et pour ce qui est de Power, ce n'est pas non plus réellement caché, mais il faut ouvrir l'œil car c'est surtout montré dans ce plan où chacun des reflets arbore un faciès de moins en moins heureux et de plus en plus agacé. Enfin, la quatrième et l'avant-dernière partie montre la dernière réaction qui est le pragmatisme de Aki. Face à la situation, et malgré que tout le monde ait perdu son sang-froid, il est le seul qui continue de chercher à s'en sortir. Et encore une fois, c'est montré au travers d'un escalier infini, mais qui, contrairement à celui de Kobeni vu plus tôt, n'est possiblement pas sans fin. Kobeni, elle, voyait qu'elle n'avançait pas puisqu'elle avait un point de vue sur l'entièreté de l'escalier. Dans la panique, monter était la seule idée à laquelle elle pouvait penser. Aki, lui, voit un escalier qui semble sans fin mais qui ne l'est peut-être pas. Il descend, ou monte, je sais pas trop, puisque c'est l'endroit le plus probable où pourrait se trouver la sortie. Il n'a pas de preuve qu'il en trouvera une, mais il n'en a pas non plus de ne pas en trouver. Donc jusqu'à ce qu'une meilleure idée vienne, c'est la solution la plus logique à adopter. Bref, cet ending est juste génial. Et en plus, dans mon analyse, j'ai passé plein de choses. Comme par exemple le fait que c'est bourré de références, que ce soit au cinéma ou à d'autres chansons de J-pop. C'est d'ailleurs à cause de cet ending que je n'ai pas pu placer l'ending 6 plus haut dans mon classement, car pour moi, il n'est qu'une version plus lisse et moins imaginative de l'ending 5 et de la façon de représenter les backrooms. Malgré ça, si je ne le mets qu'à la 5ème place de mon classement, c'est d'une, dû à une déception personnelle, je m'attendais à une meilleure musique de la part de Pseudo, de 2, parce que les endings suivants sont également incroyables, et de 3, parce qu'il y a vraiment des moments qui sont en dessous du lot, comme toute cette partie avec le cheval bizarre qui galope. Vous aimez les métaphores et les analogies? Il y en a pas dans cet ending. Vous aimez les originalités artistiques? Il y en a pas non plus. Par contre, si vous aimez les grosses scènes d'action, les moments mélodramatiques dans les chants et les meufs à poil, cet ending est fait pour vous. Si j'avais voulu être totalement logique avec ma façon de classer, cet ending du nom de First Death par TK from Long to Seed Sigur aurait dû être dans les derniers. Y a rien de très original, aucun gros risque n'est pris, l'ending ne raconte rien, c'est juste une sorte de mini-film d'action quoi. Mais, c'est quoi cette putain de dinguerie visuelle? Je pense que jamais une seule œuvre issue de l'animation ne m'a donné quelque chose d'aussi beau à regarder. Et pourtant je suis fan de Violet Evergarden. C'est sérieusement splendide au point que ça devrait être un crime de produire quelque chose d'une telle beauté. À ce niveau-là, qu'est-ce que j'en ai à foutre que ce soit pas original ou qu'il n'y ait pas de sous-texte? J'achète direct. Je sais pas si c'est dû au fait que l'épisode 8 lui ait offert une carrière, mais après avoir vu ça, j'étais scotché devant ma télé. J'ai même pas envie de plus détailler et analyser. C'est incroyable visuellement, la musique est cool et en plus Himeno est très jolie. Voilà quoi. On arrive sur le podium avec l'ending 9, Deep Down de Aimer. Bon, on va commencer par ce qui me paraît le plus évident en parlant de la musique. Vous connaissez sûrement Aimer pour Demon Slayer, Fate ou encore Fire Force pour lesquels elle fait l'honneur de prêter sa magnifique voix à l'opening. Et personnellement, j'adore cette chanteuse, mais pas vraiment les musiques qu'elle fait. Je trouve ça vraiment dommage la manière qu'elle a de gâcher sa voix dans des random J-pop songs qui ne la mettent pas en valeur. Si je prends par exemple Eve, petit ange parti trop tôt du classement. Chacune de ces musiques exploite bien son timbre de voix particulier. Prenons ce moment de Kakakitan, Eve prend une voix plus grave dans un moment de la musique qui est plutôt lent. Mais pour marquer la transition avec un autre moment qui est plus rapide, il monte super haut dans les aigus. Il utilise donc bien les avantages de sa voix dans des musiques qui lui correspondent.
Aimee, elle, n'a pas une belle voix parce qu'elle peut partir haut dans les aigus et bas dans les graves, mais parce que son timbre résonne d'une superbe manière. Le truc, c'est qu'elle chante habituellement dans des morceaux assez plats qui ne lui sont pas particulièrement adaptés. Sauf ici, où elle exploite parfaitement sa voix. On sent bien que la musique laisse place au chant et l'accompagne de manière très smooth, ce qui en fait clairement la meilleure musique d'anime de Aimee. Et vous savez ce qui est smooth aussi? Déjà cette transition parce que je suis un boss, mais surtout les transitions qu'il y a dans cet ending. En effet, visuellement aussi cet ending est un banger. D'une part, comme je viens de le dire, les transitions sont incroyables, perso c'est elle ma préférée, puis la colorisation faite avec des trames de manga et du rouge sur lequel on a appliqué une sorte d'effet VHS est vraiment stylé. Et enfin, le fait que tout ce qu'on voit a un sens rend ça d'autant plus incroyable. Tiens, par exemple. Au début, on voit Himeno disparaître. Sa disparition se passe dans le même ordre que l'animé, c'est-à-dire qu'elle perd son bras gauche, puis son bras droit, puis tout son corps, mais surtout, elle s'envole sous forme de pétales de fleurs. Pourquoi? Parce que le démon fantôme qui le contrôle a un corps fait de fleurs. Après ça, le cache-œil de Himeno s'envole et vient se poser sur l'œil de Makima, qui lui-même devient une mare de sang. Pourquoi? Parce que c'est juste après la mort de Himeno que Makima intervient à Tokyo et que son intervention finit dans un bain de sang. Tout dans cet ending veut dire quelque chose, et je trouve ça, certes, super cool, mais surtout super bien pensé. Shu Taiyusei de Hano est le 7ème ending de Chainsaw Man et le 2ème de ma liste. Avec une vibe tout droit venue des années 90, c'est sûrement l'ending qui a le mieux compris ce qu'était cet animé. Si je le compare à l'ending 3 par exemple, quand lui nous donnait quelque chose de graphiquement proche du manga dans la violence et l'exagération, l'ending 6 à l'inverse n'essayait pas de nous vendre directement ce qu'on pourrait attendre, mais nous donne ce qui est le plus proche de ce que nous raconte le manga. Car Chainsaw Man, avant d'être une œuvre ultra violente entrecoupée de moments de slice of life, c'est surtout une ode au bonheur et à la liberté. Et vu qu'on suit Denji, c'est aussi son bonheur qu'on va suivre. Si le style est ancré dans les années 90, c'est parce que le manga se passe dans ces années-là, donc c'est ce que Denji connaît. Si toute une partie de l'ending nous montre un genre de jeu rétro Chainsaw Man, c'est parce que Denji est un ado de 16 ans et que font les adolescents de cet âge dans les années 90 au Japon, bah ils jouent à des JRPG. S'il y a plein de bouffe, c'est parce que Denji est un dalleux, et si toutes les filles sont à moitié à poil, c'est parce que Denji est un dalleux, etc., etc. On nous montre que des trucs dont Denji est fan, et cela est accentué par le fait qu'il est inclus dans cet opening un fanart populaire de Makima. Même s'il n'aime pas manger du vomi, ça fait tout de même partie de son bonheur, car ça illustre le fait que des choses qui lui sont désagréables maintenant étaient des choses normales et nécessaires avant. Si maintenant c'est dégueulasse d'ingérer du vomi d'Himeno, avant il était obligé de manger du vomi de rat pour survivre. Rien que ça, ce serait suffisant pour lui donner sa place dans le classement, mais quelque chose vient s'ajouter à tout ça. Dans le refrain de la musique, la chanteuse répète les mots get on chu, qui, dans un habile mélange d'anglais et de japonais, veut dire embrasser. Sauf que get on, avec l'accent japonais, se prononce gero, qui signifie vomi. Sachant que chu veut dire un baiser, phonétiquement, la musique répète bisou de vomi au lieu d'embrasser. Et je trouve ça franchement super marrant. Bon, vous l'aurez compris, vu que j'ai déjà passé en revue tous les autres endings et qu'il n'en reste plus que un à voir, il est temps de parler de l'ending 4, Tablette de Toboe. Je vois deux grosses raisons qui placent l'ending 4 au-dessus des autres. La première est que l'ending 4 est ce que j'appelle un ending mémable. Quand on parle anime même, il y a grosso modo deux types de trucs qui se dégagent. D'un côté, on a les opening, ending, scènes, etc. qui sont directement des mèmes eux-mêmes. Très simplement, c'est par exemple le de Dio ou le de Ken. Et d'autre part, on a ceux qui sont mémables, c'est-à-dire que de base ils ne sont pas des mèmes, mais qui, à force de parodies et autres, en deviennent. Pour rester sur les endings, les exemples les plus connus sont l'ending 1 de Kekkei Sensen ou celui de Jujutsu Kaisen, qui ont dû être parodiés au moins un bon milliard de fois. Mais on pourrait aussi parler de l'opening de Blend S. L'ending 4 fait partie de cette deuxième catégorie. D'ailleurs, c'est tellement facile que j'en ai fait un moi-même. Donc ça, c'est la première raison qui place l'ending 4 en première position. La seconde, c'est le fait que dans sa construction, l'ending 4 est très personnel. Laissez-moi vous poser une question. Quel est le point commun qu'ont tous les autres endings de cette vidéo, mais que n'a pas celui-ci ? Pour ceux qui ont répondu que c'est qu'il ne s'adresse pas directement aux spectateurs, laissez-moi vous dire que vous avez raison. Mais que vous avez probablement lu dans mes pensées, alors arrêtez s'il vous plaît. Pour les autres, je vais vous expliquer. Quand on regarde l'ending 4, quelque chose nous frappe même si on s'en rend pas forcément compte. C'est cette proximité qu'il y a entre Power et nous. On n'a pas juste l'impression de regarder Power danser et s'amuser face caméra, mais on a plus l'impression que Power danse et s'amuse en face de nous. Et ça, c'est une nuance importante, car ça va faire passer notre appréciation de je regarde un spectacle, ce qui fait de moi un spectateur, à je regarde Power qui danse, ce qui fait de moi un acteur. Ça crée un lien entre la personne qui regarde, nous, et le personnage en question, Power donc. Je vais prendre un exemple concret pour illustrer ça. Si je vous parle en facecam comme ça, vous avez l'impression que je vous parle à vous. Normal, c'est techniquement ce que je suis en train de faire, même si la caméra sert d'intermédiaire. Maintenant, si je mets la caméra autre part, par exemple, ici, vous avez perdu l'impression que je vous parle. Pourtant, c'est toujours ce que je fais, mais votre perception a changé. Et si vous me croyez pas, je peux vous le prouver facilement grâce à l'une de mes dernières vidéos. Dans celle-ci, j'alterne l'angle de la caméra entre facecam et vue de côté. Ça peut paraître banal dit comme ça, mais plusieurs des commentaires que j'ai reçus sous cette vidéo m'ont parlé d'un rendu bizarre.
Et c'est dû au fait que quand je vous parle de face, vous avez l'impression que je vous parle à vous, alors que quand l'angle change, vous n'avez plus cette impression. Et du coup, comment cet ending nous donne l'impression que Power nous parle? Eh bien, en interagissant avec la caméra. Elle l'attrape à plusieurs reprises, elle lui jette des trucs dessus, elle sort de son cadre, elle la regarde de face, etc. Pour moi, le truc le plus impressionnant et qui m'a le plus bluffé, c'est les petits regards caméra qu'elle fait de temps à autre durant ses danses. Je prends par exemple ce moment-là, aux alentours de 1 minute, où elle lâche un regard ultra furtif vers nous. C'est un tout petit détail, mais ça m'a impressionné qu'ils aient pensé à ajouter ça. Ça rend le truc 100 fois plus vivant, et ça augmente de fou la proximité qu'il y a entre nous et Power. Tu combines tout ça avec toutes les conneries qu'elle fait, et ça la rend d'un coup beaucoup plus attachante. Ça, c'était pour les explications compliquées, mais la vraie raison pour laquelle je l'ai mis en première place est beaucoup plus simple. C'est ce petit ça. N'est-il pas trop mignon? Mims, pipou et tout autre synonyme qui définit quelque chose d'adorable? C'est pour cette raison que je lui ai écrit un haïku. Tisha tout mimi, tu es vraiment très mimi. Tisha tout mimi.